Les robots vont-ils nous remplacer? C'est notre une francophone. Je pense que les robots humanoïdes ont le potentiel de diriger avec un niveau d'efficacité supérieur à celui des dirigeants humains. Nous n'avons pas les mêmes préjugés et émotions qui peuvent parfois obscurcir la prise de décision et nous pouvons traiter rapidement de grandes quantités de données afin de prendre les meilleures décisions. Voilà, nous voilà prévenus. Alors, IA, comment les machines pourraient nous remplacer? Un livre jeunesse qui tombe à pic. Bonjour Mathieu Dugal, vous êtes journaliste spécialisé dans ce domaine, animateur à Radio-Canada, et vous signez donc cet ouvrage très clair, très bien illustré aussi, qui est paru aux éditions de la Pastèque. Donc merci d'être avec nous. Même les acteurs d'Hollywood ont peur d'être remplacés par l'IA. Est-ce que c'est ce qui va nous arriver? C'est un grand débat qui a cours depuis plusieurs années. Jusqu'ici, c'était dans des cercles plus restreints. Mais avec, évidemment, l'accélération qu'on a connue au cours des dernières années, avec la mise en ligne de ces IA génératives qui font la manchette un peu partout, depuis, on va se le rappeler quand même, qu'il y a quelques mois, on se rend compte que cette question-là, la prégnance de cette question-là devient de plus en plus grande et c'est certain qu'à terme, ces algorithmes-là vont remplacer certains métiers, certaines parties des métiers qu'on pratique déjà, mais on peut d'ores et déjà dire que dans bien des cas, ce sera la définition de tâches de bien des métiers qui seront, qui devra être revue par l'arrivée de ces algorithmes-là dans nos vies. Alors j'évoquais effectivement Hollywood. Dans le dernier film, dans le dernier opus de Mission Impossible, le grand méchant que doit affronter Tom Cruise, c'est justement une intelligence artificielle qui a donc une conscience, qui a pris son autonomie. Est-ce que ça, c'est possible scientifiquement? Ce débat-là, il fait rage parmi les scientifiques qui travaillent en intelligence artificielle. Une intelligence qui prendrait son autonomie maintenant, pas vraiment, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment dire que ce qu'on appelle l'intelligence artificielle dite forte, elle est, disons, atteignable dans un avenir prévisible. Cela dit, le débat autour, par exemple, de ces nouveaux algorithmes génératifs masque le fait qu'il y a beaucoup d'aspects de l'intelligence artificielle qui déjà sont en train de changer la nature du travail, sont en train d'encourager les fausses nouvelles, sont en train de créer plein de problèmes. Il ne faudrait pas oublier que si on ne fait que regarder des espèces de scénarios apocalyptiques qui, pour le moment, techniquement, ne sont pas vraiment possibles, eh bien, ça masque le fait qu'il y a déjà des problèmes, il y a déjà des enjeux qui sont soulevés par ces algorithmes-là. Et il ne faudrait pas oublier que, d'ores et déjà, l'intelligence artificielle est en train de changer le rapport au travail, le rapport à l'autre, le rapport à l'empathie, le rapport à l'intimité, à l'intériorité, à ce que nous considérons être humain. Bref, il y a déjà beaucoup à dire sans s'arrêter sur des scénarios qui sont hypothétiques. Alors l'IA générative, on pense évidemment à ChatGPT ou encore effectivement Bard que vient de lancer Google. Dans votre livre, c'était important justement d'expliquer à la jeune génération qui peut peut-être être inquiète, peut-être moins inquiète que les parents, mais c'était tout l'objectif de votre livre? Il y a des fondamentaux sur lesquels on n'est pas nécessairement revenu souvent parce qu'on dirait que dans le grand public, l'intelligence artificielle n'est arrivée que très récemment. Ça fait plus d'une dizaine d'années que je couvre la scène techno et je dois vous dire qu'avant l'arrivée donc de ces IA génératives, on parlait quand même très peu des enjeux soulevés par l'intelligence artificielle, même si ils étaient présents depuis longtemps. Et on se rend compte que ces questions-là de rapport à des entités qui ne sont pas humaines, mais qui nous donnent le change, avec lesquels on peut interagir, ça ne date pas que de l'arrivée des ordinateurs il y a quelques dizaines d'années. Et de cette science-là également, il y a quelques dizaines d'années. C'est beaucoup plus profond. On peut faire remonter ça même à la Grèce antique, ce que je fais dans ce livre-là. Voilà, effectivement, et vous nous revenez sur des figures, John McCarthy, Marvin Minsky, des figures importantes. Quelles sont les figures importantes d'aujourd'hui?
Bien, les figures importantes d'aujourd'hui, c'est sûr qu'elles se nomment par exemple Sam Altman, qui est derrière ChatGPT, qui a décidé de lancer cette grande course à l'armement des IA génératives. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de chercheurs également qui nous mettent en garde depuis des années contre le fait que ces technologies-là, qui ne sont pas mauvaises en soi, peuvent être développées absolument n'importe comment. Et vous l'avez bien illustré avec l'extrait du robot Sophia de Hanson Robotics. Il y a des énormités qui ont été proférées par ce robot-là, parce que c'est pas vrai que ces intelligences-là, elles ont pas de préjugés. Elles sont aussi bonnes que les données avec lesquelles on les alimente. Et donc, elles vont reproduire les mêmes préjugés. Elles vont reproduire les mêmes biais que les humains qui créent les données avec lesquelles elles sont alimentées. Et ça, c'est vraiment des questions fondamentales qu'il faut se poser et que j'aborde pour tout le monde. C'est pas seulement que pour les 10-12 ans, ce livre-là. Je pense qu'il y a bien des gens, et même des adultes, qui ne connaissent pas nécessairement tous les tenants et les aboutissants de ces technologies-là pour le moment, qui deviennent de plus en plus présentes dans nos vies. Merci Mathieu Dugal. Effectivement, je renvoie ce livre qu'on peut mettre dans toutes les mains. IA, comment les machines pourraient nous remplacer. C'est aux éditions La Pastèque. Merci encore d'avoir été avec nous.